Bien, mesdames, messieurs, je vous propose d'ouvrir cette séance du Grand Forum. Et comme il se doit, monsieur le préfet de région et ses représentants, madame la préfète des terres antarctiques australes françaises, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions publiques et des entreprises réunionnaises, chers amis, mesdames, messieurs, au nom de Tereos Océan Indien, de Groupama Océan Indien, de SFR, d'Air Austral et du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, je vous souhaite la bienvenue à la 19e édition du Grand Forum de la Réunion. Je suis ravi de vous accueillir dans les murs de la Caisse régionale et de son parc prestigieux. Le Grand Forum, vous le savez maintenant, est un événement unique sur notre île, toujours très attendu, et si j'en juge ce soir, encore une fois, par la taille de notre assemblée, il suscite chaque année un peu plus d'intérêt, toujours beaucoup d'intérêt. L'objectif du Grand Forum est de favoriser la rencontre et le débat entre une personnalité médiatique, scientifique, économique, politique ou culturelle et les acteurs socio-économiques réunionnais. Les années passées, nous avons successivement reçu Claude Allègre, Éric Le Boucher, Frédéric Mitterrand, Hubert Védrine, Pascal Bruckner, Bruno Parmentier et l'année dernière, Mathieu Ricard, sur le thème de l'altruisme dans la vie et notre économie. Et ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir en votre nom M. Jean-Louis Etienne. Cher Jean-Louis, soyez le bienvenu sur notre île intense qui vous ouvre très chaleureusement les bras. Je le dis chaque année à notre invité, vous avez devant vous, cher Jean-Louis, des femmes et des hommes qui, conscients des handicaps d'éloignement, d'insularité et de taille de notre île et en raison de la diversité de leurs origines culturelles et géographiques, sont ouverts sur le monde et ont soif d'apprendre et de comprendre. Ce soir, nous sommes à la pointe des nouvelles technologies et à l'heure des réseaux sociaux. Grâce à SFR, notre conférence sera retransmise sur YouTube. Vous pourrez également poser vos questions en envoyant un SMS au numéro qui va s'afficher juste après. Le voici. Mais également, si vous êtes un familier de Twitter, avec le hashtag qui se trouve ici, GFR 2017. Pour les autres personnes, ne vous inquiétez pas, nous prendrons les questions de la salle avec un micro. Et vos questions s'afficheront instantanément, celles qui seront transmises par SMS ou par Twitter directement sur le tableau. Et Jean-Louis Etienne pourra y répondre à partir d'une tablette. Voilà. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire quelques mots d'introduction sur notre thème de ce soir, inventer sa vie. Cher Jean-Louis, en préparant notre soirée et mon introduction, je me suis bien naturellement livré à une recherche sur vous. En quelque sorte, j'ai essayé de vous explorer, si vous me permettez. Car je dois admettre que je ne vous connaissais qu'à travers votre expédition solitaire au pôle Nord, un exploit connu dans le monde entier. J'ai compris combien d'expériences uniques de vie vous aviez à nous raconter, combien de savoirs acquis au cours de vos explorations vous avez à nous transmettre, que vous aviez un message à nous livrer pour nous guider dans l'accomplissement de notre vie et dans notre relation aussi à l'environnement pour mieux préserver ce climat et notre planète. J'ai dénombré pas moins de 13 expéditions depuis les années 70, plus de 40 années passées à donner vie à vos rêves, à imaginer vos prochaines expéditions, à affronter des conditions extrêmes de vie. Si vous me permettez, vous êtes un monument. La comparaison avec l'ours polaire serait hasardeuse, je vous sens plutôt loup solitaire. Plus sérieusement, depuis 2 jours, nous découvrons un homme simple, humble, engagé, courageux, audacieux, devenu sage et philosophe. Doté d'une grande ténacité, vous avez suivi le cap que vous vous êtes donné très vite, très jeune, très tôt, repoussant sans cesse les limites géographiques, physiques et mentales à la rencontre de nouveaux horizons et de votre moi intérieur. Vous êtes devenu doué, car votre assiduité à l'école de l'effort n'a jamais fléchi. Vous avez surmonté vos moments de doute et d'usure, appris de vos abandons sous la tente à moins 52 degrés. Votre carte de visite, cher Jean-Louis, est un appel au rêve. J'ai appris en vous lisant et en vous écoutant qu'il fallait apprendre par soi-même. Vous dites souvent « organisez le hasard ». Faites une part du chemin, la vie fera le reste pour vous. Alimenter un désir qui fait que vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte,
lâcher quelque chose d'acquis, l'immobilité existentielle, pour une envie de partir. Vous avez une devise, je crois, suivre la voie de ses rêves même si c'est difficile. Et une règle de vie, ne pas combattre sa nature, mais aller avec sa nature. Nous serions donc tous, nous tous, potentiellement des explorateurs, des aventuriers de l'extrême, avec au plus profond de nous, enfoui, caché, non révélé, une envie, un désir, un besoin inassouvi, qui résonne comme un appel à oser, à se préparer à réaliser un rêve. Un appel à donner ainsi à sa vie une dimension extraordinaire, où le moi profond se retrouverait enfin en pleine harmonie avec les actes inattendus et surprenants d'une nouvelle vie quotidienne, ici ou ailleurs. J'ai aussi noté votre attachement à la valeur travail, comme une clé d'entrée à la réalisation de soi. Alors, cher Jean-Louis, transmettez-nous, et transportez-nous aussi, transmettez-nous l'envie de faire quelque chose de mieux, de plus, de différent de notre vie, non pas à repousser nos limites, comme vous le dites souvent, mais à les découvrir. J'arrête là mon propos introductif. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et je cède à présent la parole à M. Alain Brana, secrétaire général de Groupama Océan Indien, pour vous présenter notre invité. Merci. Merci, bonsoir à tous. J'ai l'honneur de représenter Alain Baudry, qui était souffrant et qui n'a pas pu être présent avec vous ce soir, et que vous avez l'habitude de rencontrer. Je vais m'exercer à la dure tâche de le représenter. Jean-Louis Etienne, quel honneur de vous accueillir au Grand Forum. Groupama est heureux d'être associé à cette occasion unique et de vous rencontrer. Comment vous présenter en quelques mots, tant votre personnalité et votre parcours sont multiples? Je dirais, si vous le permettez, que c'est le parcours d'un passionné. Pas un passionné qui regarde la télévision ou qui lit des livres, mais celui qui crée les exploits que l'on voit à la télévision et celui qui écrit des livres. Un passionné pragmatique qui rêve et qui réalise ses rêves. Un passionné attiré par la performance peut-être, mais plus sûrement par le dépassement de soi, ou peut-être plutôt la découverte de ses limites. Ce qu'il fait, il le fait aussi et surtout pour partager, témoigner, avec une envie de découvrir, de comprendre, de transmettre et d'influencer le cours des choses. Vous avez dit à l'occasion d'une de vos conférences que l'on peut créer sa vie tout au long de son existence. Vous êtes de ce point de vue un exemple vivant qui passe en une seule vie d'un diplôme de tourneur-fraiseur à celui de docteur en médecine, de chirurgien, pour évoluer ensuite en tant qu'universitaire. Rien que pour cela, certains auraient besoin de plusieurs vies. Mais cela ne s'arrête pas là, car lâchant finalement ses acquis, cette voie tracée, vous êtes devenu explorateur, un explorateur hors norme. Contacté par Eric Tabarly, vous êtes coéquipier de Penduxis lors de la course autour du monde. Poursuivant finalement plus loin cette voie de l'aventure, vous avez inventé des défis nouveaux, des défis sans précédent à but scientifique pour sensibiliser l'humanité aux défis actuels de la planète, avec un parcours tout aussi incroyable, surprenant, au-delà des limites. Sur la Terre d'abord, sur la mer ou dans les airs, voire même dans l'espace, j'ai cru comprendre. Des idées vous avez des idées d'aller dans l'espace. Alors sur la Terre, vous avez réalisé des expéditions, de l'Himalaya au Groenland, en Patagonie. Vous avez été aussi le premier homme à atteindre le pôle Nord, tirant vous-même un traîneau durant 63 jours, vous dirigeant à la seule lueur du soleil. Les adeptes du Grand Raid qui sont dans cette salle, qui savent ce qu'est la souffrance de l'effort, peuvent imaginer l'énormité de cette performance réalisée par notre invité. Mais ce n'est pas tout. Vous avez ensuite, sur votre lancée, réalisé la plus longue traversée de l'Antarctique à traîneau à chien sur 6300 km. 7 mois d'expédition. Sur la mer ensuite, en défenseur de la planète, vous avez mené des expéditions scientifiques et pédagogiques sur la goélette Antarctica, puis sur le polar pour observer en dérive sur plusieurs mois, au pôle Nord,
pour étudier le réchauffement climatique. Après ces expéditions sur la terre, sur la mer, vous vous aventurez toujours de façon très contrôlée dans les airs. Après une première tentative sur un autre projet stoppé suite à un accident, vous persévérez encore, réalisant la première traversée de l'océan Arctique en ballon, affrontant les tempêtes, les pannes, en réussissant là où cela semblait impossible. Ce qui m'amène à vous citer lorsque vous dites que tout semble possible à ceux qui n'ont pas essayé, tout semble impossible, à ceux qui n'ont pas essayé. Vous aurez, quant à vous, essayé sans relâche de réaliser vos rêves, en persévérant sans cesse, et comme vous le dites très justement, en résistant à la tentation de l'abandon. Vous êtes sur ce point une référence, un surhomme, une sorte d'extraterrestre, de la persévérance qui force vraiment le respect. Nous sommes très heureux de vous écouter pour comprendre comment nous pouvons persévérer pour diriger notre vie, nos entreprises. Nous sommes à La Réunion sur une île et plus qu'ailleurs, nous savons que l'avenir dépend de nous, de la valeur que nous créons en nous. Nous savons que nous sommes les acteurs de notre destin sur notre territoire et nous vous écoutons donc avec la plus grande attention et la plus grande admiration. Mais avant de vous céder la parole, on va regarder un petit film qui retrace votre épopée. Merci. Jean-Louis Étienne. À 64 ans, ce médecin explorateur, comme il se définit lui-même, n'en finit pas de parcourir le monde. D'abord spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport, Jean-Louis Étienne s'intéresse rapidement à l'aspect médical de la physiologie humaine dans les conditions extrêmes. Par goût de l'aventure et de la recherche, il va participer à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, au Groenland et en Patagonie. Amoureux passionné de la montagne, il ne délaisse pas pour autant les océans et poursuit son chemin maritime comme équipier à bord de Penwick 6 d'Éric Tabarly lors de sa course autour du monde dans les années 70. Les 10 années d'expédition que j'ai faites avec Tabarly, avec Kola, les navigations avec le Père Jaouen, à l'Himalaya, partout, c'est une tranche de vie exceptionnelle, quoi. J'avais un métier qui m'ouvrait à tout ce que j'aimais. Je n'avais comme seule responsabilité que moi-même. J'étais dans une insouciance totale. Je n'avais aucun profil de carrière. J'étais dans une jouissance des instants. J'étais dans un présent qui m'a extrêmement nourri. Je me suis aussi habitué à connaître ces expéditions, comment est-ce qu'on les montait. J'ai totalement dédié ma vie à ce que j'avais envie de faire. C'est un souvenir impérissable et c'est quelque chose qui me fait dire aux autres d'aller un instant dans sa vie ou le plus possible vers la voie de ses rêves. Après 10 ans d'une vie aventureuse bien remplie, pour Jean-Louis Étienne, c'est l'appel des pôles. Chaque fois que j'en parle, c'est énorme. Je revis ce moment, c'est énorme. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. 1000 km, parcourus une moyenne de 20 km par jour. Des températures pouvant atteindre moins 52 degrés. Chaque jour, il marche 8 heures d'affilée, sans pouvoir s'arrêter pour déjeuner à cause du froid. Marcher, marcher encore, franchir les obstacles, tirer son traîneau. Entièrement concentré sur la tâche à accomplir. Chaque jour est un combat contre la fatigue, le froid et la solitude. Le soir, après avoir monté sa tente, dans un endroit aussi abrité que possible, il trouve sa récompense dans la distance parcourue qui le rapproche du but.
Qu'aller seul au pôle Nord, c'est très très orgueilleux comme parcours, très ambitieux, vous voyez, et on se trouve confronté, une fois qu'on est seul tout d'un coup sur la banquise, à cette espèce d'invention qu'on s'est faite en disant mais je me suis inventé un truc qui me dépasse. Et donc il faut faire appel à des forces, ce qu'on peut appeler du courage tout d'un coup, pour aller plus loin que l'idée qu'on se faisait de ce dont on était capable. On découvre ces limites. J'aime bien de dire qu'on ne les repousse pas, on les découvre, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été confronté, vous voyez. Et donc là, j'avais mis la barre très haute. Ça m'a apporté le message que je transmets régulièrement quand je vais dans des classes ou même dans des assemblées d'adultes, persévérer. Quoi que l'on fasse, on a des seuils à passer. Donc la persévérance permet de se réaliser. On ne peut pas se réaliser dans la vie sur des sortes de frustrations, de choses inaccomplies qui vous restent comme quelque chose que vous auriez aimé faire. Il faut toujours aller vers ce que l'on aime. C'est alors le début de 20 années d'expédition. Entre juillet 1989 et mars 1990, il est co-leader avec l'Américain Will Steger de l'expédition internationale Transantarctica, au cours de laquelle il réussit en traîneau à chien la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée, 6300 km. Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions à vocation pédagogique, pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. À bord du voilier polaire Antarctica, il part en 1991 et 1992 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Moi, je ne suis pas le scientifique de terrain. J'offre l'accès à des territoires qui sont souvent difficiles, si vous voulez, ou coûteux. Et j'adore raconter des histoires. Et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui l'environnement, et le public ou les scolaires. En 1993 et 1994, c'est l'expédition au volcan Erebus, situé sur le continent antarctique. Un volcan actif dont le sommet culmine à 3794 mètres. Après 10 jours d'ascension pour atteindre le sommet, une déception attend les scientifiques. Le cratère est éventré par des effondrements et le lac de lave s'avère inaccessible. S'il est impossible pour l'équipe de descendre au fond du puits, l'expédition permettra aux scientifiques de ramener de précieux échantillons de glace et de gaz. Puis en 1995 et 1996, l'hivernage au Spitzberg à bord d'Antarctica. Pris dans sa gangue de glace, le bateau restera prisonnier 8 mois sur la banquise. Entretien du bateau, prélèvement de plancton, mesures et comptages, programmes océanographiques sont effectués régulièrement à l'extérieur. En février, après 4 mois de nuit, c'est le retour de la lumière et la découverte d'un environnement jusque-là caché. Au printemps 2002, Jean-Louis Etienne a réalisé la mission Banquise, une dérive de 3 mois sur la banquise du pôle Nord, à bord du Polar Observer pour un programme de recherche et d'information sur le réchauffement climatique. Après 3 mois de navigation, au gré des courants de dérive, ce voyage immobile prend fin, avec le morcellement des glaces qui s'annonce.
avec mon expérience, je suis devenu un passeur d'informations. L'idée, c'est toujours pareil de positiver, je crois, parce que c'est un mot un peu banal, mais faire la liste de tout ce qui ne va pas, c'est bien. Mais insuffler tout d'un coup une dose d'espoir, parce qu'il y a des solutions, c'est le rôle que je prends bien volontiers. Parce qu'on ne peut entraîner une population que si on lui montre qu'il y a un chemin. En 2010, c'est l'expédition Generali Arctic Observer. Jean-Louis Etienne se lance dans une aventure qui n'a encore jamais été réalisée, la traversée du pôle Nord en ballon. Après plus d'un an de préparation et d'entraînement, c'est en avril, depuis l'archipel norvégien de Spitsberg, que Jean-Louis décide de partir seul, à bord d'une rosière, ballon mixte d'hélium et d'air chaud. C'est magnifique. Général Lee et Jean-Louis Etienne s'engagent sur ces terres polaires pour attirer l'attention du monde sur le chaos climatique à l'échelle planétaire qu'engendrerait la disparition de la banquise arctique. C'est absolument magique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un moment d'une grande intensité et ça devient petit à petit une beauté magnifique. Vol à très basse altitude, brouillard, tempête, début d'incendie, perte de ressources électriques et électroniques, privation de sommeil. Rien n'est épargné à Jean-Louis Etienne durant cette traversée du pôle Nord en ballon. Après plus de 120 heures de vol et 3500 km parcourus, c'est finalement en pleine Sibérie que Jean-Louis Etienne se pose. Bravo. C'était plus que j'imaginais. Ouf. Ah putain. Une nouvelle fois, il réalise une première mondiale. Je faisais comme ça, j'avais les larmes qui me coulaient sur les joues. Une aventure audacieuse, digne des romans de Jules Verne, pour ce découvreur hors norme. C'était beaucoup plus dur que je n'imaginais. Hier, j'ai eu un contact en France, là. Il m'a dit, alors ça a duré 5 jours, vous pensiez? J'ai l'impression que ça durait un an. C'était du non-stop permanent, non-stop. Avec l'œil rivé sur deux choses, le variomètre, c'est-à-dire est-ce que ça monte ou ça descend, et l'altitude. C'est inimaginable, quoi. Je suis allé, en ce qui me concerne, assez loin, quoi. Les adultes en situation de gouvernance aujourd'hui, qu'elles soient industrielles, politiques, même familiales, ont pris les questions environnementales sur le dos, un peu sur le tard, n'ont pas été formés à ces préoccupations. Mais les générations qui arrivent, il faut qu'elles aient ce réflexe spontané qu'à chaque décision qu'ils prendront, ça a des conséquences. Et prendre ces conséquences en compte et d'agir en fonction de ça. Bonsoir tout le monde. Vous avez compris? Vous donnez le micro s'il vous plaît. Ah oui, vous m'avez prévenu. Voilà. Donc vous avez compris que vous avez en face de vous un héros. Hein? C'est clair. Et c'est vrai que c'est une vie inventée de toutes pièces, mais avec un axe général que j'ai suivi. J'avais envie de faire des expéditions quand j'étais petit. Je suis né dans le Tarn, dans la campagne. Et j'aimais sortir quand il y avait du vent d'automne, quand il y avait de la neige. Je m'imaginais que j'étais en train de traverser le désert, gravir l'Everest, donc je faisais des histoires. J'aimais camper dehors.
Et on avait à la maison 2 magazines, il y avait 2 numéros d'un magazine qui s'appelait l'Illustration. C'était le National Géographique français de l'époque de l'Empire. On avait un empire colossal, il y avait des terres partout, et il y avait sur cette illustration, on le trouve chez les antiquaires aujourd'hui, des dessins, des photos de caravanes de porteurs, de bateaux qui quittaient le quai, qui allaient explorer. On envoyait tous les corps de métier un peu partout dans le monde. Et ça me faisait rêver, je pensais, comme un jeune, je regardais ça, et je ne savais pas que ça allait devenir mon activité essentielle. Et je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Donc, on passait des tests d'aptitude psychotechnique. Donc, il y avait une boîte comme ça avec deux manettes et un stylo. Et le stylo devait suivre une figure imposée qui était un S au milieu du... Donc, j'avais dû faire un S qui était convenable. Donc, collège technique. Et ça m'allait bien parce que je voulais faire menuisier. J'ai toujours aimé la menuiserie, je construisais des choses. Mais il n'y avait plus de place au collège technique, il n'y avait plus de place en menuiserie. Donc je me suis mis en ajustage sur métaux. Donc j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Ça a été important dans ma vie. Important parce que j'ai commencé à travailler avec mes 10 doigts, ce que j'aimais bien, et à être jugé sur des choses que je réalisais moi-même. On vous donne un bloc de fer quand vous arrivez en 4e et 3 lignes, s'il y en a qui ont fait de l'ajustage, la douce, l'allemande et la bâtarde, et on lit. Et en ligne, on regarde ce que vous faites avec des équerres. Et donc vous êtes jugé sur votre capacité à faire les choses. Et c'était pour moi un parcours de confiance. J'étais pas très intéressé par la scolarité et j'ai retrouvé un intérêt au collège. Et les maths sont devenues quelque chose que j'aimais, c'était un jeu, les maths, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu la chance de bénéficier de la création du bac technique qui avait été créé peu de temps avant. Et donc on était une petite équipe dans cette classe de CAP à être orienté vers le bac technique. Alors le bac, je n'avais jamais imaginé que j'allais voir le bac. Qu'est-ce qu'on va faire avec le bac? J'ai décidé de faire médecine assez tôt, parce que j'aimais les sciences naturelles, j'aimais ça, et j'avais envie d'un engagement social. Et donc j'ai fait médecine, et très vite, je parlais tout à l'heure, les cours m'ennuyaient, et donc je travaillais sur les polycopes. Et j'avais un copain à la fac qui me disait, là c'est le TP, il est obligatoire, il faut venir. Voilà, donc j'ai fait ça un peu en autonomie, et à partir de la fin de la 2e année de médecine, c'était mai 68. Donc j'étais au front, à Toulouse, je passais ma 2 chevaux pour aller faire des manifs, bref. Et le soir, on avait des AG à la fac, Assemblée Générale, et on discutait sur des choses essentielles. Et au bout de 15 jours ou 3 semaines, je me souviens, il me semblait que ça s'épuisait un peu. Et on avait deux thèmes de discussion de cette Assemblée Générale. Un, c'était pour ou contre le doyen. Et 2, c'était l'autogestion des universités. Donc inutile de vous dire que d'abord, pour ou contre le doyen, tout le monde était contre, même si on ne savait pas à quoi ça servait. Et deuxièmement, c'est un sujet quand même qui n'est pas simple, l'autogestion des universités. Donc je me souviens qu'on avait atteint la limite des choses que l'on pouvait faire. Et je suis allé à l'hôpital, et j'ai demandé à un chirurgien, un chef de clinique, est-ce que je pouvais donc regarder les opérations. Il m'a invité, et je suis resté là tout le mois de juin, juillet, et un jour est arrivé une urgence, l'interne n'était pas là, il m'a offert cette chose extraordinaire de l'aider. Et je me souviens très bien d'un instant précis où il dit à la chef du bloc, Madame Massat, habillez Étienne. C'est cette phrase qui m'est dans la tête pour toute ma vie, habillez Étienne. Tout d'un coup, en chirurgie, on vous habille. Vous lavez les mains, et vous faites comme ça, et on vous habille. Habillez Étienne. Voilà, et donc j'ai découvert, si vous voulez, ce qui était formidable, en médecine, l'exercice manuel. Et ça a été un coup de foudre pour la chirurgie. Donc j'habitais à l'hôpital, et ce chef de clinique m'avait pris à la bonne, il m'appelait de temps en temps, Étienne, venez, j'ai un estomac, Étienne, venez, j'ai une achetée. Voilà. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'un mentor qui m'a pris en main, et ça a été une découverte à partir de la 3e année de médecine. Donc je faisais des aides opératoires, et je travaillais en clinique comme aide opératoire, ce qui me permettait de gagner ma vie pour payer les études. Donc ça a été un moment important, et je me destinais à faire chirurgie, mais j'avais une dette, c'était ces expéditions. J'avais envie de faire des expéditions,
Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je propose mes services. Voilà. Et donc j'ai proposé mes services, et c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, que j'ai navigué avec Alain Collat, avec le père Jaouen. Le père Jaouen, c'était un jésuite qui avait un bateau, qui s'appelle toujours le bateau Le Bel Espoir, et le Rara Avis. Donc le père Jaouen s'occupait de sorties de prison à Paris, et c'était l'aumônier de la prison de la Santé. Et il avait créé un foyer à une époque où c'était plus facile de trouver du travail. Et il avait créé un foyer, et donc il essayait de trouver un travail pour ces jeunes sortis de prison. Et donc j'étais médecin sur son bateau, on faisait des traversées de l'Atlantique avec une clientèle un peu difficile. Mais l'objectif, c'était de les éloigner des fournisseurs. C'était ça le principe, quand vous êtes en mer. Et je me souviens très bien, je suis arrivé sur le quai avec 2 mâles, qui étaient ma pharmacie, donc j'étais interne en chirurgie, donc je pouvais tout faire. J'avais imaginé comme coup de bombe sur le crâne, un hématome extradural, une petite trépanation, enfin j'avais fait la liste de tout ce qu'on pouvait faire, et j'arrive, et le père Jaouen, qui était un breton de Ouessant, il parlait comme ça, et il me dit « Qu'est-ce que c'est ce truc-là » Il dit « C'est la pharmacie. » Pharmacie, donc il était un peu surpris. Il me dit « Dis donc, tu as des pilules là ?» Des pilules, putain, tout sauf des pilules. Et il me dit « Parce qu'attends, il y a des garçons, il y a des filles, dès qu'on arrive après les Canaries, il va faire beau, les filles ont leurs règles, ça va y aller, ça va baiser, je ne peux pas la mer. » Et donc, je suis allé acheter des pilules. C'était tout ce qui me manquait dans ma pharmacie, qui est extrêmement formidable. Voilà, ce sont des expériences. Le père Jaouen, c'était un monument de générosité. Il avait un foyer rue Saint-Denis à Paris, et il avait un gars qui était tout le temps à côté de lui, qui s'appelait Jackie le Marin. Et Jackie, tous les soirs, à 1h ou minuit, 1h, il partait avec la mobilette. Il allait à la sortie de Don Camillo et Castel, de la nuit parisienne, où on sert à manger. Donc il prenait les restes, c'était régulier, c'était acquis pour le père Jaouen. Donc il revenait avec des grosses bassines de nourriture qui n'avaient pas été mangées, bien sûr. Mais, donc, et à midi, le père Jaouen servait, donc, en général, les restes du Don Camillo de Castel. C'était bon. Et c'était une table ouverte. Et là, cette force de Jaouen, c'était, autour de sa table, on trouvait de tout. Des fois, le maire du 2e arrondissement, j'ai même vu un secrétaire d'État, 3 prostituées du quartier, 2 délinquants, un sorti de prison, un qui va y rentrer. C'était cette communauté-là, et arrivait quelqu'un, à 2h de l'après-midi, qui savait qu'il y avait à bouffer, avec une mine qu'on peut imaginer, que vous n'aurez même pas ou difficilement accepté chez vous, il lui disait tout le temps « Allez, entre nous !» Voilà, il disait à tout le monde « Allez, poussez-vous, on va lui donner à manger ». Et c'était cette espèce de générosité spontanée. Il avait une force qu'on a appris, c'est il voyait l'âme. Derrière la carrosserie cabossée de sa clientèle un peu difficile, il voyait l'âme. Et il voyait qu'il y avait toujours quelque chose à sortir. Et il leur trouvait du boulot. Il avait un allié qui était M. Lilas, qui était le patron du BHV, le patron du bazar de l'hôtel de ville à Paris, et qui lui a donné son 2e bateau, le Rarabi. C'était un gisement de travail. Donc il disait à Jaouen, tiens, j'en ai un. Le père Jaouen lui disait, tiens, j'en ai un. Voilà. Donc il les plaçait beaucoup au BHV. Je me souviens, j'étais là, le Lilas qui dit, donc, mon père, là, il y a un gars qui m'avait envoyé là. Il est parti avec la caisse. Et au lieu d'être comme ça, Jaouen disait, mais c'est rien du tout, il faut le reprendre une 2e fois, je te dis que c'est un bon mec. Vous voyez, cette espèce de générosité spontanée qu'il avait, il croyait à la nature humaine, quoi. Donc c'était une très bonne école, le père Jaouen. Donc j'ai navigué avec Collat, Tabarly, etc. C'était d'autres expériences en Himalaya, beaucoup. Et un jour, à la face nord de l'Everest, côté tibétain, côté chinois aussi, je dis ça parce que ça fait des conflits. C'est du même côté. Donc j'étais là, au camp 2, on avait 4 gars qui étaient bloqués à l'altitude à 8200 mètres, et donc on ne peut pas rester longtemps vivant à 8200 mètres, donc j'étais monté au camp 2 avec le matériel nécessaire, et je les attendais, je regardais les merveilles et tout. J'étais sous cette tente-là, il y avait beaucoup de vent, il y avait des avalanches partout, mais j'étais sur une arête, j'étais en position assez sécure, et j'avais 38 ans, et je me suis dit, mais maintenant peut-être il est temps que je fasse mon histoire, mon expédition. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au pôle Nord. Il y avait une ambiance qui était une ambiance d'une nature forte, vous voyez. Et j'aime ça, j'aime cette confrontation avec la nature forte, je me dis le pôle Nord. Le pôle Nord. Alors,
le pôle Nord, c'est quelque chose qui m'allait bien, parce que c'est pas compliqué d'aller au pôle Nord. Je dis, c'est pas techniquement compliqué. Tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire un stage. Hein. Vous le mettez à la taille, vous avez compris tout de suite qu'il va falloir tirer le traîneau. Le bateau, la montagne, ce sont des choses qui dépendent d'une culture. Vous voyez, vous avez un peu, mais pas assez pour monter des expéditions. Et j'avais un avantage que j'ai découvert après, que j'étais un super campeur. Parce que le pôle Nord, il faut être un super campeur. Ça se gagne le moment où on monte le camp. Sous la tente, ça se gagne. Quand il fait moins 52 sous la tente, et que vous commencez à vous cailler sérieusement dans le sac de couchage, on a envie de rentrer à la maison. Et c'est là qu'il faut tenir. Donc j'ai réussi à tenir, vous l'avez dit tout à l'heure, à résister aux tentations de l'abandon qui sont fréquentes. Et c'est un parcours que j'ai évoqué qui était très ambitieux, vous voyez, d'aller au pôle Nord en solitaire. Et j'avais envie d'abandonner, d'avoir une bonne raison d'abandonner. Et je me disais, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, le rêve vraiment d'appeler avec les honneurs quand même, abandonner avec les honneurs. Je me suis cassé une jambe. Revenir avec une civière à Paris, c'était beaucoup plus glorieux que de dire je me caille. Et donc j'ai résisté et je suis arrivé au pôle Nord après 63 jours. Un grand moment de ma vie aussi. Et là c'était d'abord une libération. Vous devez savoir ce que c'est, des projets qui sont lourds, que vous menez, que vous traînez. Des fois le projet vous pousse parce qu'il est intéressant, mais vous devez le tirer parce que vous n'y arrivez pas, etc. Puis à un moment donné, vous réussissez, c'est une libération colossale. Et donc je parlais à mon traîneau, je parlais au réchaud, j'avais besoin, je me parlais à la glace, c'était un grand moment. Et une synthèse que je trouve dans une phrase que j'ai écrite, toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. Vous voyez, cette espèce de sentiment de légèreté totale, où il n'y a rien qui coince, cette espèce de bonheur absolu qui vous prend, c'était un grand moment. Et là, j'ai décidé que ça allait être ma vie. Je suis revenu avec deux outils intéressants. Un début de notoriété, c'est un outil intéressant, l'outil social intéressant, la notoriété, elle est tout à fait supportable, la mienne. Je me suis déplacé déjà avec Johnny Hallyday et Zidane, c'est infernal. Et donc moi, c'est tout à fait tranquille. Et quand vous arrivez dans un restaurant, on vous dit il n'y a pas de place, on vous reconnaît, on vous en trouve une. Vous voyez, c'est les trucs sympas de la notoriété. Mais surtout, je suis revenu avec une confiance en moi. J'étais le patron, j'avais inventé l'histoire, je l'avais réalisée, réuni les moyens matériels, financiers pour la faire, réaliser, réussi. Là, je me suis dit, ça c'est mon histoire, ça c'est moi, ça c'est ma vie. J'avais rêvé, Madame la Prophète, j'avais rêvé de faire des expéditions en tant que médecin. J'avais proposé des services aux expéditions polaires. Mais à cette époque-là, on ne prenait que des médecins militaires, des aspirants. Et donc je me souviens de m'être dit, puisque c'est comme ça, j'inventerai les miennes. Vous voyez, donc c'est comme ça un peu que j'ai décidé d'orienter mon existence sur l'organisation des expéditions polaires. Ce sont des régions que j'aime beaucoup, où on se réalise exigeante et magnifique aussi. Et donc j'ai fait construire ce bateau Antarctica. Donc je suis venu ici avec Antarctica en 92. On allait à l'Erebus, le volcan que vous avez vu, on est resté ici quelques jours. Maintenant il s'appelle Tara, je sais qu'il est revenu. Et donc j'ai continué à monter ces expéditions depuis, j'en ai fait pas mal. Et avec l'évolution du climat, on devient témoin, ambassadeur, légitime du réchauffement climatique. Vous êtes interrogé souvent là-dessus, les glaces fondent, donc c'est quelque chose qui est spectaculaire. Et donc on m'invite, vous qui êtes allés voir, racontez-nous. Et il est évident que les régions polaires sont touchées par le réchauffement climatique. Et je suis devenu petit à petit un ambassadeur, disons, un conférencier sur ces questions-là. Mais avant, une expédition importante que j'ai faite aussi après le pôle Nord, tout de suite après, c'est la traversée de l'Antarctique avec des chiens. C'est quelque chose qui était... On avait décidé de faire ça en 87. En allant au pôle Nord, j'avais rencontré l'Américain Will Steger. J'étais sous ma tente un soir, il était 18h, je dormais, je faisais la sieste. J'ai entendu des petits bruits aigus, comme ça. Merde, il y a un ours. Et j'avais pas d'arme. C'était la seule chose que je craignais. Pas la seule, mais l'ours. Et donc, tout d'un coup, ça se précise, mais non, c'est pas des ours, c'est des chiens. Et donc, en fait, je suis sorti de ma tente rapidement, je m'étais mis à l'abri derrière ce qu'on appelle des crêtes de compression, des murs de glace. Et de l'autre côté, donc, je vois 5 attelages de chiens qui passaient. C'était une expédition américaine qui allait au pôle Nord. Je savais qu'ils étaient là.
et en fait, il partait à peu près du même endroit que moi. Et donc je sors, et l'Américain Stiger, qui était devant, a vu un mec sortir de la glace. Et il est venu vers moi, il m'a dit, un peu comme Stanley Wilson, tu es Étienne? Je dis oui, tu es Stiger, oui. Et il m'a dit, nous on continue, on n'était pas au même fuseau horaire. Donc eux, ils étaient au milieu de l'après-midi, moi j'étais déjà le soir. Quand vous êtes en avril, mai, au pôle Nord, il fait jour tout le temps, vous décidez de votre fuseau horaire. Et il m'a dit, suis nos traces demain, et viens prendre un café. Donc le lendemain, j'ai suivi les traces, je les ai trouvées. On a bu un café, Will Stiger m'a dit, et si un jour on allait au pôle Sud? Je me souviens, j'ai dit, attends, Will, on a du boulot, on est à moitié chemin, on n'a pas terminé, si tu veux, on se revoit plus tard. Et il m'a appelé au mois d'août, c'était 3 h du matin, Will Stiger vit dans les bois, dans le Minnesota, il n'avait aucune connaissance du décalage horaire, j'avais l'impression, et il m'a dit, viens, il faut qu'on parle du pôle Sud. Et donc je suis allé aux États-Unis, avec un anglais qui était très pauvre, mais on a réussi à se comprendre. Je me souviens, il a ouvert la carte, et il m'a dit, the longest way. On va traverser l'Antarctique depuis le bout de la péninsule, pôle Sud, et de l'autre côté. Il m'a dit, les chiens peuvent le faire. Lui, il avait une connaissance des chiens. Et je me souviens, il m'a dit, on va le faire, ça sera 89-90. J'ai dit, ça c'est la fin de la première tranche du traité de l'Antarctique. Il y avait des discussions sur la reconduction du traité de l'Antarctique. Il dit, il faut qu'on en soit des ambassadeurs de ce traité. Il faut faire une expédition internationale. Et donc, Will avait fait une expédition internationale avec une Américaine, donc lui Américain, une Américaine, un Australien, un Néo-Zélandais, un Anglais et moi. Il est entendu. Ça, c'est des Anglo-Saxons qui habitent en Français. C'est pas une expédition internationale. Donc, il faut au moins un Russe et un Chinois. Et Will, je me souviens, il m'avait dit, si on met des communistes, mes sponsors ne vont pas marcher. Et j'ai dit, si oui, au contraire, ils vont venir. Et voilà, et donc j'ai fait ce travail d'ambassadeur, d'aller en Chine chercher un Chinois de Chine populaire, à Pékin, puis à Moscou, c'était encore l'Union soviétique. Et je me souviens, j'avais mis quelques exigences. Je voulais quelqu'un qui soit sportif, qui se tienne debout sur les skis, qui n'ait pas peur des chiens, parce que c'était important. Et donc, il nous avait envoyé un mec absolument fabuleux, Victor Boyarski, qui avait un setter irlandais à la maison, donc il était connu, donc ça correspondait bien à ce qu'on voulait, quelqu'un qui connaissait les chiens. Ça fait rien, on a fait une équipe extraordinaire, et je pense qu'on a réussi parce qu'on ne parlait pas la même langue. C'était fondamental, parce que quand vous passez 3 jours sous une tente avec... et les tentes sont petites, vous voyez, 3 jours de blizzard coincé avec la tronche de l'autre en face, parce que c'est petit. Si vous êtes du même pays, la même langue, la conversation peut déraper sur des bêtises en général, bien sûr, c'est des choses essentielles. Et donc là, quand on disait un truc que je ne comprenais pas, vous avez une indulgence. Vous voyez, vous dites, là, peut-être pas vous dire ça. Et voilà, donc on avait épousé quand même chacun un rôle d'ambassadeur. On se sentait investi de cette mission de porter le traité de l'Antarctique à l'échelle internationale. Et nos Anglais se comprenaient à peu près. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn. Donc, vous voyez, je partais de loin. Et avec un professeur qui n'avait pas, je pense aujourd'hui, dépassé le nord du département. Et donc, j'ai des souvenirs extraordinaires, impérissables d'une leçon. Il roulait les airs, en plus, vous voyez, c'est dramatique. Une leçon, c'était a cat is an animal, repeat after me. Alors, chacun disait a cat is an animal, le cat is an animal, le cat is an animal. Puis après, il dit forme interrogative, is a cat an animal? Le silence dans la salle. Is a cat an animal? Eh bien, yes! Moi, j'ai appris l'anglais comme ça, vous voyez. Donc, j'ai fait des progrès depuis mais j'ai fait des progrès par après les autres. Donc, je dis tout le temps, ça me permet d'insister sur l'anglais. C'est fondamental. Il faut parler l'anglais. Toutes les communications sont en anglais, les congrès sont en anglais. Si vous ne voulez pas ramer, il faut parler l'anglais. Alors, bien sûr, quand je fais des interventions dans les lycées, je dis qu'il faut apprendre l'anglais. Quand je dis qu'il faut parler l'anglais, apprendre l'anglais, vous avez tout le monde qui fait tire la tronche. L'anglais, c'est pas une langue, c'est un outil de travail.
Si tu parles anglais, tu multiplies par 20 tes chances de trouver du boulot. L'anglais est fondamental. Donc si vous avez des enfants, dites-leur que c'est un outil, c'est pas une langue. C'est un outil. Et c'est vrai que pour les Anglais, la langue se détériore sérieusement, quoi, hein. On en fait des choses, ce sont des langues véhiculaires qui n'ont plus rien de littéraire, mais c'est important de se comprendre quand même. Et bon, ça c'est, voilà où j'en étais. Donc cette existence-là que j'ai menée m'a mené à faire de plus en plus d'interventions sur les régions polaires. Quand je suis revenu en 90 de la traversée de l'Antarctique, j'avais fait une conférence avec Claude Lorius. Claude Lorius, donc c'est notre éminent glaciologue, Claude Lorius, c'est celui qui a découvert l'idée que dans les glaces, dans les bulles d'air emprisonnées dans les glaces de l'Antarctique, il y avait l'histoire du climat. Hein, quand la neige tombe, c'est de la poudreuse légère. Elle est légère parce qu'il y a de l'air emprisonné sous les cristaux. Petit à petit, ça se transforme, ça se tasse, mais l'air se trouve emprisonné, vous voyez, dans la glace, petit à petit, comme ça, et puis il y a une compression et ça devient des bulles toutes petites. Voilà. Et bien, en Antarctique, je parle du pôle sud, l'Antarctique c'est au sud, c'est un continent qui est grand comme 28 fois la surface de la France. Un puzzle de pièces bien imbriquées, 28 France de surface, recouvert le tout de 2500 mètres de glace, d'épaisseur moyenne, 2,5 km de glace sur 28 France. Vous voyez la taille du glaçon. Et cette glace, donc on fait des forages dedans, on sort des carottes de plus en plus profondes, et l'analyse de l'air emprisonné dans ces carottes donne l'histoire du climat ancien. Et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, des alternances de périodes chaudes et de périodes froides, glaciaires, interglaciaires, tout ça, on connaît que la Terre est assez propre. Et je me souviens, en 90, donc j'ai fait cette conférence avec Claude Lorius, et il avait dit une phrase que je me souviens, en parlant du changement climatique, il avait dit « le processus est enclenché ». Et il faut bien comprendre que c'est un processus, le changement climatique, c'est quelque chose qui est enclenché. Ça veut dire qu'il y a une inertie colossale qui se met en route comme ça. Et c'est difficile à faire comprendre l'histoire du réchauffement climatique. Pendant longtemps, il y a eu des climato-sceptiques, il y en a quand même bien moins aujourd'hui, ça dépend des coins. C'est pas une valeur populaire. Le réchauffement climatique est une mesure scientifique. La Terre s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. 1 degré en un siècle, ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit. Hein, la différence qu'il y a entre l'été et l'hiver, le jour et la nuit, 1 degré de réchauffement moyen, c'est une valeur moyenne à la surface de la Terre, ce n'est pas perceptible, c'est une mesure scientifique. Alors quand 2 personnes vont acheter la baguette de pain le matin, en général c'est « salut, ça va, t'as vu le temps qu'il fait ?» Donc les 2 mamelles de la conversation, la santé et la météo. Et donc il suffit qu'il fasse très froid une matinée de mai pour dire « attends, il nous raconte des bêtises, tu as vu comme il fait froid ?» Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit, c'est une valeur qui s'étend sur la durée, c'est une fièvre chronique. Les médecins appellent ça une fébricule, une petite fièvre. Elle avait 37,8 la Terre, elle avait 0,8 de température en plus pendant un siècle, maintenant elle est passée à 1 degré. Et comme toutes ces fièvres chroniques, on dit, il va falloir qu'on s'en occupe, il y a un truc qui ne va pas, hein, il faut qu'on s'en occupe. Et un jour il y a une complication, et c'est le jour de la complication qu'on va voir le docteur et qu'on commence à s'en occuper. La Terre, elle est là aujourd'hui, on entre dans la phase des complications. Ces étendues de sécheresse colossales qu'on voit en Afrique, qui remontent aujourd'hui en Europe, ces pluies diluviennes, ces inondations catastrophiques, ces tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones intenses, tout ça, c'est des phénomènes qui sont annonciateurs d'une dérégulation. Et alors, le coupable, on le connaît, c'est l'accumulation de gaz carbonique. Il n'y a pas que lui, il y a le méthane, mais le gaz carbonique, c'est le premier qui nous vient à l'idée, parce que ça fait longtemps qu'on dégaze, depuis le début de l'ère industrielle, avec le charbon, on envoie du gaz carbonique dans l'air. Alors, on peut dire, et il nous raconte des histoires, quand vous regardez le ciel, on a le sentiment que c'est illimité, que c'est le cosmos, mais c'est rien, ça reste piégé dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est 10 petits kilomètres, 10 kilomètres, c'est rien du tout. Vous partez du centre de la Terre, vous faites 6500 kilomètres, vous arrivez ici à la surface, les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. L'atmosphère efficace, la troposphère. C'est rien du tout. Et donc, on dégage, on charge, on est en train de faire un double vitrage au gaz carbonique. Parce que l'effet de serre, il est indispensable à la vie. L'effet de serre, c'est quelque chose de naturel.
c'est quelque chose de naturel. Sans l'effet de serre, on ne serait pas là. La vie n'existerait pas, il ferait moins 18 à la surface de la Terre. Aujourd'hui, la température moyenne, c'est 15 degrés à la surface de la Terre, grâce à l'effet de serre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on renforce l'effet de serre. C'est un double vitrage. C'est-à-dire, ça laisse passer le soleil, la Terre le capte, le renvoie, hop, il est piégé sous cette couche de gaz carbonique. Donc voilà, et donc, bien sûr, le remède principal pour commencer, ce serait d'arrêter la combustion du charbon, au moins la diminuer drastiquement. C'est le charbon le principal émetteur. Alors pour nous en France, il y a quelques centrales, je sais qu'il y en a une ici, il y a quelques centrales au charbon encore, mais pour nous en France, le charbon c'est un peu de l'histoire ancienne, quoi, hein, les corons, Zola, le musée de la mine, mais le monde marche au charbon, la Chine marche au charbon. Les États-Unis, maintenant ils ont le gaz de schiste, ils marchent beaucoup au charbon, et le charbon ils le vendent en Allemagne. L'Allemagne marche au charbon encore, l'Inde. Donc c'est quelque chose qui dégaze beaucoup de CO2. Donc au plus vite passer au gaz. Le gaz c'est l'énergie fossile qui émet le moins. Et donc les questions tout le temps c'est mais que font les politiques et machin et tout, ils ne font rien. Moi, je fais pas mal de tours d'industriels et je me rends compte qu'aujourd'hui, les industriels ont pris cette question sérieusement en main. La consommation énergétique des entreprises, l'isolation des bâtiments, le recyclage. Donc il y a quelque chose qui est engagé. Les politiques ne peuvent pas faire autrement que de mettre en place des mesures. Mais je trouve que celui qui pêche le plus, c'est l'individu. C'est nous, dans notre tâche individuelle, beaucoup. Et donc, soyez efficace sur votre zone d'influence. On a tous une zone d'influence, qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle, politique. Il faut être efficace sur sa zone d'influence. Et par recoupement, on pourra arriver à améliorer les choses. Mais il y a du travail, et surtout, il y a une urgence cachée. Parce que les conséquences ne seront que lointaines. Et c'est compliqué de mettre en œuvre un traitement aujourd'hui avec des conséquences qui seront lointaines qu'il faut éviter. Mais c'est un truc sérieux, hein, le réchauffement climatique. Il n'y a pas à discuter. On sait que la Terre a sa vie propre, alternance glaciaire, interglaciaire. On est d'ailleurs dans une période interglaciaire de réchauffement. On va vers du réchauffement naturel, doucement, mais il y a une accélération depuis un siècle et demi, et c'est cette accélération qui signe l'action de l'homme. Ça va? Je vois un coup, vous avez des questions? Alors, est-ce qu'il y en a que des questions? J'en ai une. Un remplacement. Je ne suis pas un Superman du froid. Ça n'existe pas. Il y a une mesure, il y a quelque chose sur lequel on est tous égaux. Quel que soit le pays d'origine, la couleur de la peau, d'où on vient, du pôle Nord, du pôle Sud, des tropiques, il y a une valeur qui nous est commune à tous, c'est la température du corps. 37. Le thermostat est calé à 37. Et il faut rester à 37. Notre corps marche dans un intervalle thermique très étroit. Donc on ne peut pas se permettre, si vous voulez, non, il n'y a pas de Superman du froid. On est tous égaux. Et quand il fait froid, il y a se couvrir et manger. Il faut mettre des bûches dans le poêle, si vous voulez, dans le poêle, parce que moi j'étais au pôle Nord, j'étais à 5000 calories par jour, vous voyez, tout simplement parce qu'il y a l'effort, mais aussi il y a la thermorégulation. Et alors au retour, ma température du corps était 35,5. Mais parce que j'étais resté 2 mois dans un super congélateur, vous voyez. Mon corps, notre corps a de l'intelligence d'adaptation. Au lieu de demander des calories comme ça, il a percé le thermostat 35,5, spontanément, doucement. Donc c'est une position beaucoup plus économique. Alors 37, c'est une valeur où on n'y échappe pas. Et donc j'ai une interrogation. Qui c'est qui a calé le thermostat? C'est très haut, 37. Faites l'expérience en arrivant à la maison. Dans un bol comme ça, vous mettez de l'eau à 37. 37 degrés, avec le thermomètre. Hein. Vous trempez la main dedans, vous allez voir que c'est très très chaud. Donc on doit conserver cette masse thermique. C'est invariablement, il faut la conserver. Et donc, si on était à 20, on consommerait moins, on aurait besoin de moins manger. Vous voyez ce que je veux dire? La vie serait beaucoup plus économe. Et donc, ce sont des questions que j'ai posées à une réunion au Muséum d'Histoire Naturelle.
Qui a calé le thermostat, donc personne ne le sait, bien sûr. Mais la réponse a été que 37, c'est l'optimum biologique. C'est à cette température-là que nos réactions sont le plus efficaces possible. Ça, c'est la magie de la vie. Mais depuis que vous m'écoutez et que je parle, vos cœurs battent, tout va bien, la température se maintient, la glycémie se maintient aussi, la tension artérielle. Qui s'en occupe? C'est ça, c'est la magie de la vie. Ça, c'est pour moi un recours quand je ne vais pas bien. Quand je ne vais pas bien, je me dis qu'on est quand même, on est chanceux d'être porteur de la vie. La vie, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas faire la vie. On ne sait pas la créer. On sait la reproduire. Un ovule, un spermatozoïde, on sait la recréer, mais on ne sait pas la faire. Vous voyez, on met dans un bocal des matières minérales, du soufre, du cadmium, du nickel, quelque chose, un peu de phosphore. On crée un champ magnétique, électrique de Big Bang. Ça a déjà essayé toutes ces expériences-là. Et au fond du tube, on arrive à faire des protéines. Les protéines, ce sont les briques du corps, les briques cellulaires. Mais jamais rien de vivant au fond de l'éprouvette. C'est quelque chose de magique. Ça, c'est un de mes premiers échappatoires. Quand la vie me pèse un peu, je ne suis pas en forme, je regarde une plante ou un animal, il est porteur de cette vie, c'est magique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui... Et autre chose qui me fait du bien aussi, c'est l'immensité du cosmos. Là, je vous amène loin un peu, mais on s'allonge là et puis on regarde. On dit on va partir en voyage dans l'espace. Bon, il y avait Thomas Pesquet, ma fille n'était pas loin. J'étais jaloux de Thomas Pesquet, bien sûr, vous comprenez. Extrêmement jaloux. Et puis, pour me rassurer, je dis, il n'est pas loin, il est à 800 km. Hein, c'est pas grand-chose, 800 bords, petit voyage. Bon, mais on continue, on dépasse Thomas Pesquet, on s'en va. On va Bételgeuse, on sort la galaxie et on continue. Et dans quoi on est? Est-ce qu'on est dans une sphère? Qu'est-ce qui nous entoure? Et est-ce qu'il y a un mur à cette sphère? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? S'il y a un mur, dans quoi? Dans quel bain est-on? Voilà. Ça, c'est l'autre chose qui me fait dire, attends, on n'est rien. Vous voyez, quand je me prends le joug, je dis, attends, on n'est rien. On n'est rien par rapport à cette immensité, par rapport à la magie de la vie. Voilà, ce sont mes deux remèdes, si vous voulez, qui me remettent en forme quand de temps en temps je vais pas bien. Là, je vous ai assommé. Hein. Non? Vous avez des questions plus simples? Je vois que vous hésitez là-bas. Ah, là-bas, oui. Peut-être on va vous donner un micro, non? Non, ça va, je vous entends. Allez-y, je répéterai la question. C'est au-delà des difficultés logistiques, financières de vos périples, lequel a été pour vous le plus difficile psychologiquement et physiquement, et pourquoi? Vous êtes passé un peu vite sur au-delà de l'aspect financier. C'est le plus dur. Hein? Oui. Pour trouver les financements, c'est un investissement. C'est le plus difficile, parce que trouver des solutions techniques, c'est excitant comme tout. Vous rencontrez des gens, des techniciens, qui vous donnent, vous voyez, s'entourer de collaborateurs aussi. Mais trouver les ronds, c'est un parcours compliqué, mais il n'est jamais inutile. Pour moi, c'est la meilleure préparation psychologique, parce que c'est ce qui arrive en dernier, vous voyez. Il faut tenir, parce qu'au bout d'un moment, on dit, attends, j'y arriverai pas, on abandonne. Non, non, si vous avez une bonne idée, il faut s'y atteler. On n'a pas tous les jours une bonne idée. Hein. Enfin, quand je dis une bonne idée, quand je dis la bonne idée, c'est celle qui vous remplit, vous voyez, qui vous remplit l'âme, qui vous remplit le cœur, et puis qui vous dit le matin pourquoi vous vous levez. Quoi. Et vous avez un truc qui vous tient. Voilà. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, avec ça, vous allez chercher les moyens. Vous voyez, j'ai souvent des jeunes qui viennent me voir pour que je les parraine. Et moi, j'ai parrainé, je me souviens, j'ai des lettres d'Aruntasiev, j'ai des lettres de Tabarly, de Paul-Émile Victor. Et donc, je suis de cette trempe-là aujourd'hui, et des jeunes viennent me voir, donc je leur fais un papier de parrainage, et puis il me dit, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à trouver des sponsors? Je dis non, parce que d'abord, on est concurrents, moi aussi j'en cherche, et c'est vrai. Mais surtout, j'ai dit, ce qui est important, c'est qu'avec, on voit que tu es passionné par ce que tu fais, tu vas certainement y arriver, profite de ce que tu as, quelque chose qui te tient à cœur, pour découvrir comment ça marche, le monde, la vie. Vas-y, frotte-toi à ce truc-là, et ça fait partie de la préparation. Parce que je dis, on peut te trouver, on peut te donner l'argent qu'il faut aujourd'hui pour y aller. Tu vas faire ton truc,
Et après, tu vas revenir, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus cher, mais tu n'auras pas appris grand-chose de plus. Profite de ce que tu as, ce truc-là qui est vissé en toi, là, tu as envie de le faire pour apprendre comment marche le monde. Alors au début, on échange, on vous donne des chaussettes. Bon, les chaussettes, on les donne en général, on ne les prête pas. C'est des petites choses comme ça, vous apprenez à remercier, vous apprenez à échanger le don de quelque chose, un financement. Il faut apprendre à construire. Et la recherche de financement, c'est un parcours qui est long, mais qui n'est jamais inutile parce que vous arrivez petit à petit à écrémer. Au départ, vous faites un gros dossier pour montrer que c'est important et que vous... Voilà. Non, les personnes qui peuvent vous aider n'ont pas de temps. Plus ils sont importants, moins ils ont de temps à vous consacrer. Donc il faut faire quelque chose avec quelques lignes. Et présenter votre projet en quelques lignes, c'est l'aboutissement d'un travail qui est long. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai parrainé des thésards du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et donc à la fin, il y en a quelques-uns qui sont venus autour de moi pour discuter. Il y en a un qui me dit, et ils le pensaient tous, avec ça, je ne vais pas trouver du travail. Et je dis non. L'intitulé d'une thèse de 3e cycle en biologie, c'est illisible pour le commun des mortels. Vous ne le comprenez pas. Je dis, avec l'ADN ou l'ADN de la 3e patte du scarabée doré, jamais tu vas trouver du boulot. Mais par contre, est-ce que tu as fait l'effort d'expliquer à ta compagne, à ton copain, à ta famille, à des amis, ce sur quoi tu travailles, qu'ils le comprennent et qu'ils aient envie de t'écouter. Vous voyez? Et quand vous avez fait ce chemin, vous avez déjà un peu marié ce que vous faites avec les autres, et vous pouvez beaucoup plus facilement regarder les compétences, ce sur quoi vous avez travaillé, et l'ouverture que ça peut faire sur le monde. Parce qu'on sait que vous avez fait une thèse de 3e cycle, vous êtes intelligent, vous savez faire une recherche bibliographique, vous avez une idée synthétique, vous savez organiser les choses, vous avez de la persévérance, etc. Mais vous êtes un bon, quoi. Mais il faut plus que ça. Et pour être plus que ça, il faut le simplifier. Il faut que les autres le comprennent. Et donc, vous voyez, la recherche de financement, c'est un parcours qui est long. Donc, vous voyez, quand vous avez dit au-delà d'eux, c'est le boulot. Hein. Magellan, il a mis 7 ans pour trouver ses financements pour le premier tour du monde. Et puis, il était portugais et il est devenu espagnol. Il a changé de nationalité parce que l'Espagne était intéressée par son projet, le roi d'Espagne. Voilà, donc, tout ça pour dire que moi, je suis un chef d'entreprise. Je suis au RSI, même, s'il y en a qui connaissent ça. Je suis travailleur indépendant. Hein, moi, qu'il y en a qui connaissent. Ça s'est simplifié un peu quand même. Enfin, il nous laisse tranquille maintenant. Et au début, pourquoi j'ai reçu une lettre? Ça faisait 15 ans que j'avais cette société, j'étais radié du RSI, je n'avais compris pourquoi. Et donc, le temps qu'eux comprennent pourquoi, j'étais en retard de cotisation, et pas de ma faute. Enfin, vous connaissez le sujet. Et donc, c'est un vrai travail que je fais, vous voyez. On a l'impression que j'arrive d'une expédition, alors vous arrivez d'où et vous partez quand? Attends, c'est 2, 3 ans, 4 ans, des fois, un projet pour trouver, le construire. C'est un vrai travail. Alors, derrière l'argent, il y avait quoi dans votre question? La psychologie. Hein? La logistique et de l'aspect financier qui est... Oui. Lequel de vos périples a été le plus dur pour vous, psychologiquement et physiquement? Ah, le pôle Nord, bien sûr, oui. Alors, le pôle Nord, c'était une sacrée lambée. J'ai échoué en 85, après 15 jours, j'ai compris comment il fallait faire, j'ai mieux compris comment il fallait progresser, j'ai changé le sac de couchage, j'ai changé la tente, le traîneau, etc. Donc j'ai appris, mais quand même, c'était compliqué. Camper par moins 45, moins 50, c'est dur. C'est dur, et là, et je pense que j'ai réussi parce que j'étais seul. Parce que tout le monde, avant moi, il y avait 2 ans avant moi, il y avait 4 Finlandais qui avaient réussi à atteindre le pôle Nord. Et moi, j'y allais seul. Inutile de vous dire que là-bas, personne ne me donnait une seule chance. Il y avait 2 ou 3 expéditions qui échouaient tous les ans. Je pense que si on avait été déjà 2, on aurait abandonné. Parce que il suffit qu'il y en ait un qui vous dise « Attends, mais on est en train de déconner là. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un doute qui s'installe, il fait la raison. Peut-être qu'il faudrait rentrer, quoi. Voilà. Et donc, j'étais seul à décider. Et je suis allé loin dans l'engagement. Je faisais des tables de multiplication la nuit pour voir si j'avais toujours mon niveau de conscience. Vous faites 4 x 5, si vous n'avez pas 20, il faut s'inquiéter. Vous voyez, je le faisais régulièrement pour voir si...
Et j'avais découvert une chose aussi, c'est que on urine beaucoup quand il fait froid, parce qu'en fait, vous avez une concentration de la circulation dans la partie vitale. L'organisme, si vous voulez, quand il fait froid, il ferme la périphérie. Donc la circulation périphérique se rétrécit, c'est pour ça qu'on a d'abord froid aux mains et froid aux pieds, et pour conserver la température centrale. Et donc, vous avez un afflux de sang plus important dans la circulation centrale, et donc filtration rénale importante, et vous urinez davantage. L'avantage des hommes dans ce genre de situation, c'est qu'on prend une bouteille étanche et on peut pisser dans le sac de couchage sans sortir. Donc on conserve sa chaleur, et j'avais découvert une chose, c'est que l'urine, c'était une bouillotte formidable, à 37. Et vous voyez, c'est tous ces petits trucs, il y a toute une énergie, on est dans une économie d'énergie formidable. Alors, si vous avez froid aux pieds, vous pouvez faire une bouillotte, mais la bouillotte, il ne faut pas la mettre au fond du lit, c'est une erreur. Il ne faut pas la mettre sur les pieds si vous avez froid aux pieds, il faut la mettre ici, au bas du ventre, au carrefour des gros vaisseaux. C'est comme le chauffage central, si vous voulez. La grosse circulation se fait là, donc il faut mettre la bouillotte à l'endroit où passent les gros vaisseaux, et vous allez voir, ça va très très vite, vous réchauffez les pieds très vite. Donc psychologiquement, c'était une épreuve que j'ai pu, je crois, plus facilement durer parce que j'étais seul. Et en groupe, ça m'est arrivé en groupe d'avoir des complications, des situations complexes, et je dis tout le temps, quand il y en a qui commencent à dire, attends, on arrête, qu'est-ce qu'on fait, on est mal, attends, on va remettre le rêve à la surface. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, remettre le rêve à la surface. Vous voyez, ne pas perdre de vue pourquoi on s'est déplacé, pourquoi on est venu. On y est, on a une chance extraordinaire, on est là, on en a rêvé, on y est, ne perdons pas cette chance. Donc c'est ça en permanence qu'il faut dire à ses équipiers quand ils commencent à être pas bien. Souviens-toi du début, quand tu es venu me voir, il y avait une chose à faire, mais on y est là, on a une chance formidable. C'est un peu ce que je me disais dans la Pôle Nord, vous voyez, quand j'étais un coup. Puis un jour, j'ai réalisé que j'avais une chance extraordinaire, j'étais sur le chemin de mes rêves. Pourquoi arrêter, vous voyez? Donc on a des petites astuces comme ça. What time it is? We have time. Vous voyez, je parle anglais, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Sur le billet du ciel. Moi, je pense. Question 5. Depuis quand j'ai pas été chez le dentiste? Là, c'est pas une question. Non, je rigole. Très bonne question. Qui l'a posée? Quelle sera ma prochaine expédition? Vous voulez que je vous en parle? Est-ce qu'il y a une question intermédiaire? J'y vais là, celle-là. Une autre question avant. Oui, derrière. Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure que la planète se régule de façon cyclique, ça se réchauffe et se refroidit, que l'homme a eu une action d'accélération, oui, mais que du coup le processus est naturel, il reste naturel. Quels sont les arguments que vous proposez, que vous présentez aux entreprises et aux particuliers, à tout le monde, pour lutter contre cette accélération de réchauffement? Ben, si vous voulez, dans une entreprise, quand vous avez être responsable du poste énergie, vous vous rendez compte que c'est important d'isoler l'habitat, des choses comme ça. Vous voyez, l'énergie, c'est quelque chose qui est précieux. On ne se rend pas compte de la quantité d'énergie que l'on consomme. C'est précieux, l'énergie. On arrive à la maison, on branche un appareil, on ne sait pas s'il consomme 5 kW, 60 watts, on branche. Et ça marche. Magique. On va dans une station-service, on fait le plein d'essence et on y va. On s'aperçoit de la préciosité d'énergie quand, par exemple, il y a une menace de grève des transporteurs des citernes de fioul et qui vont un barrage et qu'on aura bientôt peut-être, on va avoir des difficultés d'approvisionnement des stations-service. Et alors là, Marcel va faire le plein dimanche dans le mariage de la petite. Et vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, panique générale, on risque de manquer d'essence. Et c'est là que vous vous rendez compte que c'est tellement ordinaire d'avoir assez d'énergie, on ne se rend même pas compte de cette préciosité. Et pareil pour l'électricité, vous avez une chute de neige importante dans les Pyrénées.
des pylônes sont effondrés, un petit village au fond de la vallée n'a pas l'électricité. Ils font la une du journal télévisé, des héros. Ces héros qui n'ont pas l'électricité, regardez, ils sont à la bougie. Alors il y a un reporter qui est parti en ski ou en bagnole et qui fait les images. Ils sont avec la bougie. Le lendemain, mais que fait l'EDF? Ils sont toujours avec la bougie. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se rend absolument pas compte de la préciosité de l'énergie, de la quantité que l'on consomme. On l'apprend quand on est en expédition. Donc c'est précieux, on la conserve, on fait attention. Voilà. Soyez économe à l'énergie. On va de plus en plus vers de l'autoconsommation. Il y a du potentiel énorme ici, entre le soleil thermique, le soleil photovoltaïque, le vent, il y a des potentiels. Et je pense que pour nos besoins domestiques, on va pouvoir satisfaire ces besoins en faisant attention à l'isolation de l'habitat. Peut-être ici c'est pas nécessaire, mais je crois que si quand même, si on isole bien, il fait moins chaud. Hein. L'isolation de l'habitat, en ayant des appareils électroménagers qui ne soient pas consommateurs, de les arrêter quand on n'a pas besoin, et d'être en autoconsommation, c'est assez passionnant. Donc c'est vous qui gérez vos stocks de batteries. Maintenant, ça peut se faire à distance avec des engins connectés, mais il y a même du fun à s'occuper de ce truc, et vous vous rendez compte que vous avez des petites conquêtes énergétiques qui sont intéressantes. Donc les économies d'énergie, c'est la première chose à faire, que ce soit dans les transports ou autres. C'est une démarche individuelle, professionnelle, politique, en fait tout le monde doit s'y mettre. Prochaine expédition. Est-ce que vous voulez me passer là? Ah, oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Oui. Vous disiez tout à l'heure une phrase qui était très intéressante en expliquant que ben voilà, on ne connaît pas ses limites, on les découvre. Et justement, par rapport à ces limites, est-ce qu'elles ne vont-elles pas inciter à abandonner à un moment donné votre parcours? Bien sûr, et c'est mon message, comme je dis dans le film, persévérer. Parce que quand on a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez faire, que vous apportez pendant un moment, c'est précieux. Mais on se trouve confronté à des réalités, c'est qu'on est nombreux, de temps en temps il y a la concurrence, vous avez abandonné quelque chose peut-être pour choisir un nouveau chemin, vous êtes à l'exploration, vous êtes fragilisé, parce que vous n'avez plus une structure qui vous porte, vous ouvrez une nouvelle voie personnelle, et ça demande de la persévérance, et je le répète, vous l'avez dit, si on fait une part du chemin, sincèrement, la vie fait le reste pour vous. Ça veut dire que vous allez enrichir votre sujet, et puis vous allez le croiser avec d'autres personnes qui font pareil, rencontrer. Des fois, allez voir un bon film, vous voyez, vous sortez d'un bon film, des fois vous dites, ça vous donne la pêche, vous avez envie de faire quelque chose de bien de leur vie. Donc je suis comme tout le monde, quand j'en parle, j'ai l'impression que je suis à l'abri de ça, parce que je suis passionné, j'aime ce que je fais. Mais la passion, c'est fragile. C'est comme le feu, la passion. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Et je répète tout le temps, les bûches, elles ne sont pas au fond du jardin tout le temps. Il faut aller loin des fois les chercher. Et donc c'est ça qui est important. La passion, il faut l'entretenir. Donc faites cette part du chemin. Restez sur votre sujet. Et les moments de découragement, ils sont communs à tout le monde, quoi. Et ne pas abandonner on progresse par seuil. C'est des petits seuils. Vous voyez, je parlais d'un film, d'un livre, d'une rencontre. À un moment donné, vous êtes passé dans un... Et ne perdez pas de vue l'objectif. Remettez le rêve à la surface, comme je disais tout à l'heure. C'est fondamental. Mais je vous rassure, je suis plein d'allant là devant le micro, et j'ai aussi ma part de doute. Quand on regarde ma liste de courses, on a l'impression que je saute d'un sommet à l'autre. C'est un peu comme quand vous regardez des montagnes, comme on peut regarder les montagnes de l'île. En haut, vous regardez les montagnes, vous avez l'impression qu'elles sont rapprochées. Quand vous regardez aux jumelles, regardez une existence aux jumelles très courte, tout est ramassé, mais on n'a pas la notion de l'immensité des déserts entre les sommets. Vous voyez ce que je veux dire? Je passe des déserts de doute, des déserts où je me demande pourquoi j'ai fait ce choix. J'ai deux frustrations quand même. Deux frustrations, vous voyez. Une qui est arrivée à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est le rugby. J'ai adoré le rugby. J'étais demi de mêlée au Castre Olympique, junior B, junior A. C'était une passion. Je me
régalé, j'ai même été sélectionné des Pyrénées, j'ai eu un problème de santé qui m'a contraint à arrêter le rugby. Ça a été terrible, je ne pouvais plus regarder le match à la télévision, ça me rendait nostalgique et malheureux, ça c'est une première frustration. Et la deuxième, c'est la chirurgie, parce que j'ai beaucoup aimé ça, et je suis marqué par ça. Et c'est pas une blague, mais quand je découpe un poulet, j'y vais pas au hachoir, vous voyez, je passe entre les aponévroses, je respecte les muscles, c'est vrai, c'est une approche, on désinsère une articulation, hein, c'est essayer de désinsérer l'articulation sans casser l'os, ça ne sert à rien, vous voyez, c'est pas élégant, ça fait des éclats. Et donc l'orthopédie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné, parce qu'en fait c'est du travail manuel. Moi je savais mettre des clous, des broches, des vis, j'avais un CAP, tourne-fraiseur. Donc la chirurgie m'a beaucoup. Voilà, ce sont mes deux choses que. Mais on ne peut pas tout faire. Et je suis satisfait du choix que je vais faire. Alors ma prochaine expédition, peut-être je reprendrai les questions après. Voilà, ça va se passer là. Non. Donc c'est passé là, c'est numéro 1, c'est la diapositive. Voilà. Donc ça va se passer là. Donc au centre, vous avez l'Antarctique. Vous avez en haut à 1h l'Afrique du Sud. Entre 4h et 5h, vous avez l'Australie. À 6h, vous avez la Nouvelle-Zélande. Et puis à 9h par là, vous avez le Cap Horn. Et donc ces spaghettis autour, c'est le courant circumpolaire antarctique. Vous vivez dans un hémisphère qui est un immense océan. On ne se rend pas compte que l'hémisphère sud est un immense océan. Vous prenez, en rentrant à la maison, vous enlevez les boules, là, vous prenez la terre, vous devez avoir ça à la maison, sur 2 clous, vous sortez de la terre et vous la regardez avec comme ça. Vous allez voir, on ne voit pratiquement que de l'océan. L'hémisphère sud est un immense océan. Le tour moyen de ces spaghettis, là, ça fait 22 000 km. C'est géant. Et donc cet océan, il s'appelle l'océan austral. Vous voyez où est la Réunion, un petit peu hein, l'Afrique du Sud, et on est un peu là. Cet océan, toutes les publications se terminent par la même chose. On a besoin de mesures in situ, ça veut dire on a besoin d'y aller. Quel est le bateau qui peut permettre à des gens, des scientifiques, de rester dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan? Là, on parle des 50e hurlants, c'est un vent très fort qui entretient ce courant en permanence. Et donc, j'ai vu un bureau d'études, il m'a dit qu'il faut qu'il y ait un navire vertical qui descend profond, qui est pris dans des eaux stables. Et donc, il m'a dit, il y en a un comme ça qui est en Californie, à San Diego, et si vous voulez bien envoyer le petit film du flip. Voilà. SCRIP, c'est le centre océanographique qui est à San Diego, en Californie. On peut enlever le son. Oui. Ça n'amène rien. Alors voilà, donc c'est une étrave, on tire cette étrave-là, et derrière un tube qui fait 90 mètres. Et une fois qu'on arrive sur la zone d'étude, on ballaste, c'est-à-dire on remplit des réservoirs d'eau, et petit à petit, il va basculer en position verticale. C'est un navire qui a été construit en 1960, il y a longtemps, vous voyez, par l'US Navy. C'est un bateau militaire, c'est un navire qui était fait pour écouter les sous-marins dans le Pacifique. Un navire espion. Parce qu'à 80 mètres, vous avez le silence, ils avaient des hydrophones, ils écoutaient. Ensuite, ils l'ont passé aux scientifiques, ils ont mis ces perches jaunes que vous voyez là, qui déploient, ça fait des passerelles sur lesquelles ils mettent des instruments, et c'est devenu un navire scientifique. Donc, moi je suis parti aux États-Unis, j'ai habité 2 ans à San Diego, j'ai travaillé avec eux, enfin j'ai travaillé, ils m'ont instruit sur le flip, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment le faire, et à partir de cette base-là, on a fait le Polar Pod. Donc si vous voulez bien, envoyer la 3e. Voilà, merci. Donc, vous voyez, 2014, c'est difficile de trouver de l'argent. À la place d'un tube plein, on a mis un treillis. Le treillis, vous voyez, il est poreux à la vague, donc on est moins impacté. Et on va habiter dans la nacelle, tout à fait un haut, qui fait 20 mètres de haut à peu près, et dans lequel on va bien. Donc pareil comme les Américains, ça fait 100 mètres de long. Vous voyez, dans le caisson, c'est 150 tonnes, c'est quelque chose de gros, ça fait 1000 tonnes l'ensemble, c'est une énorme machine. Donc on va l'amener au large de Port-Elizabeth,
et c'est là qu'on fera le balastage. Bon, il y a des icebergs pour dire que c'est polaire, mais on va être remorqué jusqu'à 400 000 au sud-est de Port-Elizabeth. Donc on ballaste et il va reprendre sa position de dérive. Donc on aura 4 éoliennes, à la place il y a 3, mais il y en aura 4. On est autonome en énergie totalement. On est un bateau de zéro mission, ça c'est pas un missile, c'est un petit sous-marin de... Regardez la personne qui est au bout là, vous voyez, c'est un sous-marin de recherche, donc on met à l'eau une multitude d'appareils, on a une multitude de capteurs. Vous voyez la personne qui est au bout de là, ça donne une idée là, de l'échelle. Enfin, c'est une mauvaise idée parce qu'il fait 2,50 m. Mais bon, et voilà, donc, et là, il part en dérive. Ça va durer 2 ans pour faire le tour, et les équipiers seront remplacés à peu près tous les 2 mois. Donc on aura un navire qui va faire le va-et-vient entre la Terre et le pôle dans sa dérive. Et donc on va partir de Port-Elizabeth, puis ensuite on partira de la Réunion. Le bateau, donc le bateau avitailleur sera là, donc on parle ici. Après c'est Perth en Australie, puis Auckland, Hobart, puis Auckland, etc. Et alors ce projet, aujourd'hui c'est 12 pays, 52 institutions, c'est une énorme machine. Et il y a 4 choses que nous allons faire, 4 programmes. On a passé au tamis l'ensemble des demandes. 1, c'est un projet très climat. 1, quelle est la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique? Le CO2, dont on a parlé tout à l'heure, qui est responsable de l'accroissement de l'effet de serre, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Ça, c'est une immensité d'eau froide qui dissout, qui absorbe beaucoup de gaz carbonique. Donc c'est un élément régulateur du climat. Quelle est sa performance? On ne le sait pas. Et donc on va passer du temps là-dessus à mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Deuxièmement, comme c'est un navire silencieux, on n'a pas de moteur, on a 80 mètres de tirant d'eau, on va mettre des écouteurs et on va faire un inventaire de la faune. La faune, on écoute les paraacoustiques, ça c'est un éléphant de mer. Ça c'est pas cigale, c'est le cri, ce sont des petites crevettes. Vous voyez, on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et par une écoute passive permanente, on va faire un inventaire de la faune. Troisièmement, on va valider les mesures satellites. Bien sûr, les satellites sont les grands observateurs de la Terre, mais on a toujours besoin au sol d'avoir ce qu'ils appellent le ground truth, la vérité terrain. Il faut valider une mesure satellite pour qu'elle soit performante. Donc là-bas, il n'y a personne pour le faire, donc ça c'est une commande des agences spatiales. Et la 4e chose, c'est microplastiques et contaminants. Est-ce qu'ils sont arrivés là? Est-ce qu'il y en a? Donc ça, ce sont les 4 domaines d'études. Normalement, si le financement est débloqué, on devrait construire à partir de fin 2018-2019 et départ 2020-2022. Ça, ce sont les dates d'expédition qui sont prévues. J'espère qu'on va y arriver et que des décisions seront prises rapidement. On avait fait un accord tripartite entre Ifremer, le ministère de l'Environnement de Madame Royal et moi, et Madame Royal est partie sans signer. Donc on en a repris pour un tour. Donc là, je rencontre lui, je rencontre Nicolas Hulot, etc. Il n'y a que le président de la République qui peut décider un truc comme ça. Parce que c'est un budget assez lourd quand même. Mais il faut quelqu'un... Vous voyez, je discute avec les scientifiques qui sont un peu jaloux. Parce qu'il y aura un investissement qui sera fait là-dessus. Mais, donc j'ai des réunions avec eux, et donc ils essayent de me montrer que ça a des défauts, mon appareil. Et je dis, mais on ne va pas faire comme vous avec le Marion Dufresne. On va faire différemment. C'est un autre outil. On a une autre approche, elle est complémentaire. Et donc, je leur pose la question, est-ce que si on vous avait dit, la France voudrait étudier l'océan austral, la communauté scientifique doit se mobiliser pour étudier cet océan, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je sais ce que vous auriez fait. Vous auriez fait une longue campagne avec le Marion Dufresne. Oui, mais il n'est pas adapté pour faire ça. Il consomme trop, c'est trop coûteux, nous on est voilà, etc. Pourquoi? Ils ne sont pas couillons. Mais moi j'ai la liberté d'inventer. Vous voyez, la liberté d'inventer, c'est précieux, d'avoir la liberté d'inventer. Donc moi je suis allé chercher quelque chose qui était adapté. Quand j'ai montré ça au début, ils ont pris ça pour un you-you, mais quand vous montrez des images que ça existe, etc. Donc donnez-vous cette liberté, effectivement, de créer, d'inventer. Il y a, j'étais à Stanford, aux États-Unis, je n'ai pas étudié à Stanford, hein, mais j'ai un copain qui est là-bas, j'y vais de temps en temps. Et
il y a des réunions où il est interdit d'émettre une pensée négative. On n'a pas le droit de dire ça ne marchera pas, on a déjà essayé de marcher tout. On peut se lâcher, vous voyez. Et donc c'est cette liberté qu'il faut prendre de manière à pouvoir être créatif. Et donc cet outil donc j'ai dû leur expliquer qu'effectivement on pouvait le faire dans cette ambiance-là. Donc voilà, ça c'est le prochain projet 2020-2022. Les messages, vous avez compris, persévérez, n'hésitez pas, inventez vos histoires, essayez de le mener le plus possible jusqu'au bout. Et puis vous avez compris qu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Merci. Monsieur Jean-Louis Etienne, avant de partir, petite question quand même, excusez-moi. Vous avez dit tout à l'heure du Père Jaouen, il voyait l'âme. Et vous avez dit également... Est-ce que vous êtes... Ah, bon. Il voyait l'âme et il croyait en la bonté humaine. Et vous, après toutes ces expéditions, avoir failli certainement mourir à de nombreuses reprises, avoir touché le fond, comme on dit, quand on est au bout du bout, est-ce que vous croyez toujours en l'homme et dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec tous les dangers, toutes les sécessions, à droite, à gauche, est-ce que vraiment, au plus profond de vous-même, vous pensez que l'homme peut s'en sortir? Il y a quelque chose qui biaise notre perception, ce sont les avalanches d'informations quasi constantes qui nous mettent en situation d'échec. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, c'est des situations qui sont difficiles. Je crois que l'humanité a connu des périodes, si vous lisez l'histoire, les guerres de religion, des choses comme ça, il y a eu des massacres absolument horribles qui ont toujours existé. Je crois qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, c'est vrai, mais on nous les sert à tous les repas. Si vous dînez le soir avec le journal de 20h, qu'il y a vos enfants qui sont là, et papa, qu'est-ce qu'on peut faire, ou maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Et papa et maman, ils ne peuvent pas. Donc on est en situation d'échec par une avalanche de choses qui sont dures, négatives, mais on nous les sert. Aujourd'hui, il y a un accident de voiture à Castres, dans le Tarn. On en parle au journal télévisé de 20h. Donc on est tous devant et on apprend un accident mortel à Castres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut remplir l'information. Pour la COP 21, BFM m'avait invité. On pensait que Fabius allait taper vers 11h du matin. On m'avait fait venir à 10h. Donc à 10h, je parlais, etc. Comme ça. Fabius, il traînait tout le temps. Midi, il n'avait pas toujours là. Et puis arrive 13h, et il n'avait toujours pas... On est assis à midi, et il me dit, c'est pas encore fini. Est-ce que vous voulez rester? Il me dit. Je dis, mais moi, j'ai tout dit. Il me dit, mais ça fait rien. Il me dit, les auditeurs changent toutes les 20 minutes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'incessant qui nous font douter de l'homme. Mais on ne parle que de ce qui ne va pas. C'est un pourcentage infime, si vous voulez, de ceux qui ne vont pas, de ceux qui ont des attitudes qui sont déplacées. La majorité, quand même. Et puis, ça nous marque. On a tendance à se refermer, si vous voulez. Donc, c'est fondamental. On est une société qui a tendance un petit peu à se refermer. Je disais tout à l'heure, j'étais 8 jours avant, j'habitais en Californie pendant 2 ans. Et j'étais surpris quand les gens, j'avais un chien, j'étais surpris quand les gens me souriaient et me souriaient en chien. Et ils sont autrement faits, quoi. J'arrive de Montréal et c'est vrai qu'on est surpris de voir comment les gens sont accueillants, etc. On a tendance un petit peu à se refermer. Donc oui, je crois à la nature humaine. L'homme est un mutant surdoué. L'homme est un mutant surdoué, si vous voulez. On a conscience des choses qui ne vont pas. On a l'intelligence des solutions. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher parce qu'on a les moyens de les mettre en œuvre. Hein? Ça glisse.
Effectivement. Je vais la retirer pour redescendre. Bonsoir à tout le monde. Bon, alors ce qu'on me demande généralement, c'est de faire une synthèse, et je ne le fais jamais. Cette fois, c'est encore plus difficile, mais je remarque que Jean-Louis, pour m'aider, a laissé la tablette, donc peut-être si je tape, je vais avoir la suite. Alors, je ne vais pas vous trop... En attendant que l'inspiration me vienne pour la synthèse, si vous le permettez, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote que d'ailleurs j'ai racontée à midi et à Jean-Louis. Depuis un petit moment, depuis plusieurs années, quelques temps avant le Grand Forum, j'ai pris l'habitude de demander à des amis, à des collègues, et de leur dire bon, je vous dis le nom du prochain intervenant au Grand Forum, ça vous inspire quoi? Alors là, je dis le prochain intervenant, parce que tout le monde me demande, c'est Jean-Louis Etienne. Alors, vous n'avez pas été étonné des réponses. Le premier mot qui vient à l'idée, explorateur, aventurier, grand voyageur, scientifique, médecin. Mais il y a deux réponses qui ont retenu mon attention. Alors la première, je vous la fais parce qu'elle est drôle. Il y a quelqu'un qui répète, qui me dit Jean-Louis Etienne, c'est 3 prénoms. Bon, effectivement, ça paraît un peu ridicule, un peu banal, mais c'est vrai. Puis une autre réponse qui a retenu mon attention, c'est Jean-Louis Etienne, c'est l'homme qui marche. Alors ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit qu'au premier niveau, c'était presque aussi banal et aussi bête que la première réponse que j'ai évoquée avant. Parce que l'homme qui marche, bon, tous les hommes ne sont pas des explorateurs ou des aventuriers, mais à peu près tous les hommes marchent, et donc je me suis dit, c'est vraiment étonnant de définir quelqu'un d'aussi unique et atypique que Jean-Louis Etienne, en faisant référence à une activité que pratiquent tous les hommes de la Terre ou peu s'en faut, c'était un peu étonnant. Alors je me suis dit, en fait, la réponse que m'a fait mon interlocuteur, les mots qu'il a choisis, c'est pas des mots qui exprimaient ce qu'il pensait. Et je me suis dit, en fait, il voulait dire, dans la réponse, le sous-entendu était plus important que l'explicite, que l'exprimé. Et je me suis dit, en fait, il voulait dire quelque chose du type, c'est l'homme qui pense en marchant, ou c'est l'homme qui marche en pensant, ou c'est l'homme qui marche pour penser, ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, en fait, la réponse, il y avait un niveau qui était exprimé, mais il y avait deux plans derrière. Il y avait un plan premier niveau, un plan physique, et puis il y avait un plan spirituel, ou une relation avec quelque chose de spirituel, d'intellectuel. Alors je racontais ça à midi à Jean-Louis, et puis il me dit, et c'est au moment où on quittait le repas, donc on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais il me dit, ah c'est marrant, parce que je suis en train de finir, ou j'ai peut-être déjà fini, je ne sais pas trop, un livre sur la marche. Et puis en partant, alors je reprends la voiture, je rentre au bureau, parce que je travaille un petit peu même quand il y a le Grand Forum, et là je me mets à réfléchir, et puis il y a quelque chose qui me revient en tête. C'est une discussion que j'avais eue avec un autre grand marcheur, et également un très grand penseur français, un grand philosophe français, que j'ai eu la chance de côtoyer à plusieurs reprises lorsqu'il venait à La Réunion, et qui s'appelle Michel Serres. Et un jour, on faisait une balade avec lui, on était arrivé au pas de Bellecombre, on était en train de commencer le chemin pour monter au volcan, et là il nous dit, pour moi la marche c'est intimement lié à la réflexion, à la pensée. Et alors, je me suis dit, oui, je comprends maintenant la remarque qui m'avait été faite. Marcher, tout le monde marche, comme les hommes marchent comme des chamioles, mais marcher dans l'esprit de Michel Serres ou de Jean-Louis, c'est quelque chose d'un peu différent. Et puis là, en essayant de repenser à tous les intervenants qu'on avait au Grand Forum, petit à petit, je me souviens que l'année dernière, maman, Mathieu Ricard, avec qui on avait passé pas mal de temps, nous disait que le Bouddha, paraît-il, préconisait aux moines de marcher au moins 4 à 5 heures par jour. Ça m'a rappelé ça. Il aurait dû leur dire de tirer un traîneau avec, ça aurait été plus sympa, mais il avait dit ça. Un autre intervenant qu'on avait eu il y a 4 ou 5 ans maintenant, Pascal Broutner, a fait une éloge de la marche lente, de la randonnée lente, en disant que la marche lente, la randonnée, augmentait la durée de la vie. Alors évidemment, on ne vit pas plus vieux parce qu'on marche, et quand on marche, on a une perception du temps qui est différente, et on a une perception du temps qui s'écoule de façon différente. En gros, il voulait dire, on ne l'a pas écrit tel quel, mais c'est là que le côté spirituel m'est revenu entre Michel Serres et Pascal Broutner. En gros, il voulait dire quoi? Il voulait dire que la perception habituelle de l'espace et du temps qu'on a, qui est définie par les mathématiques ou par la géométrie, elle pouvait être modifiée par la marche, quoi. Et donc là, je commençais à me dire que finalement, la personne, c'était une fille qui m'avait dit Jean-Louis Etienne, c'est l'homme qui marche, c'était sans doute
assez profond. Alors j'attends de lire le livre sur la marche avec impatience. Et en attendant, j'ai lu celui que je croyais être le dernier, mais qui finalement est l'avant-dernier, sur comment inventer votre vie. Et alors là, c'est là que je me suis posé la question, est-ce que la marche, c'est le moyen d'inventer la vie? Bon. Alors comme on m'a demandé d'être un peu synthétique quand même, en dehors de ce qui a été dit là maintenant, des discussions qu'on a eues à midi, hier soir, et puis de ce que j'ai lu également, de ce que je croyais être le dernier livre, si j'ai bien à peu près compris la problématique d'inventer sa vie, il y a 3 points. Le premier point, bon, on a tous au fond de soi un potentiel, un trésor, une passion, ce que vous appelez dans le bouquin une terre de l'au-delà, une terre au-delà, quelque chose comme ça. On l'a tous, mais elle sommeille, il faut la réveiller, premier point. Deuxième chose, c'est quoi inventer sa vie? Inventer sa vie, en fait, c'est voyager, c'est trouver le chemin qui nous permet d'atteindre cette terre. C'est l'aventure. Avant, je crois qu'à un moment, vous dites dans le bouquin, l'aventure, c'est voyager, mais l'aventure, c'est pas des voyages, l'aventure, c'est le voyage. Donc, deuxième point. Puis alors, troisième point, ça c'est la grande question. On a tous le trésor au fond de soi. On sait à peu près tous comment il faudrait faire pour inventer notre vie, mais on ne le fait pas. On le fait rarement, on le fait difficilement. Alors pourquoi? Alors c'est là qu'on attend les solutions. Ce que j'ai compris de ce que vous disiez hier, et de ce que j'ai lu également dans votre bouquin, c'est qu'en gros, il faut avoir les bons outils. Et les bons outils, c'est développer des qualités, essentiellement 3 qualités. La première, c'est le courage. La deuxième, c'est la persévérance. Et la troisième, c'est le travail. Alors le courage, j'ai bien aimé parce que vous citez un originaire de la même ville que vous, ou Besançon, Jaurès, qui disait le courage, c'est comprendre sa vie. Et vous vous dites dans le livre, je ne sais pas si c'est ça le courage, comprendre sa vie. Pour moi, le courage, c'est d'abord oser. Oser, y compris, et peut-être même surtout, l'impossible. C'est également le courage, savoir se soustraire aux pressions, aux conformismes, être, quand il le faut, décalé. Peut-être que vous êtes souvent décalé. Et puis en fait, je me suis dit, le courage, c'est quoi? C'est exercer de façon pleine et entière sa liberté. Parce que tout le monde ne fait pas aussi facilement ça, parce qu'il y a des risques à exercer la liberté. Alors pour en revenir à l'homme qui marche, j'ai noté que dans votre bouquin, c'est bien, c'est un abécédaire, donc c'est facile à lire. On va directement, il y a 84 entrées, ça va de âge et ça finit à voyage. Et donc j'ai regardé ce qui me paraissait le plus atypique. J'ai commencé par amour. En plus, c'est bien parce qu'il n'y a que 8 lignes dans amour. Et dans l'entrée amour, vous dites justement, je suis l'homme qui marche, mais je ne peux pas être que l'homme qui marche. En gros, il me manque quelque chose. Mon dernier défi, mon défi ultime, c'est l'amour. Et de amour, je suis passé, alors j'ai zappé tous les trucs un peu techniques, un peu scientifiques, je suis passé à bonheur, parce que amour, ça allait avec bonheur. Et là, vous répondiez à une question d'un journaliste qui vous disait, mais en fait, vous ne parlez jamais du bonheur. Et vous disiez, ben en fait, j'en parle pas, oui, c'est vrai, je ne parle pas du bonheur. Parce que le bonheur, pour moi, c'est quelque chose d'indéfinissable, que j'appréhende pas très bien. Donc, je ne sais pas dire ce qu'est le bonheur, mais je sais dire ce qui me rend heureux. Là, je fais un grand saut et je vois un titre, une entrée qui m'interpellait parce que ça s'appelait Oral, entre parenthèses, grand. Bon, je remets un grand oral. Et là, vous expliquez que le grand oral, pour vous, c'est des conférences. C'est ce que vous faites ce soir. Et vous dites clairement, dans cette partie-là, mon objectif, c'est de leur parler d'eux en parlant de moi. Et mon objectif, c'est de faire en sorte qu'ils aient envie d'inventer leur vie et surtout qu'ils en aient le courage. Et alors là, ce que je me dis, c'est que si c'est ça votre objectif quand vous êtes en conférence, je pense qu'il est atteint. Donc je pense que vous êtes heureux avec nous, parce que oui, vous nous avez donné l'envie d'inventer votre vie. Oui, on a eu l'impression que vous parliez de nous en parlant de vous. Et si à notre tour on peut vous apporter quelque chose, c'est peut-être pas votre défi ultime, l'amour, mais je pense que je peux me faire le porte-parole de l'ensemble de la salle et vous dire que vous avez réussi à nous donner l'envie de vous apporter, si ce n'est l'amour absolu, mais au moins le respect, l'admiration et la bienveillance. Merci.